sujet que nous allons traiter pendant ces 15 rencontres, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. J'ai la chance, vous savez, je pense, de beaucoup voyager en Occident, en Orient, à droite, à gauche, et j'ai remarqué une chose depuis le temps que ça dure, et ça dure depuis longtemps, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux qui me tiennent beaucoup plus à cœur que d'autres, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plus prestigieux, les plus prodigieux, les plus extraordinaires, mais ils me tiennent à cœur parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu habités. Je ne vais pas faire du parapsychisme, là aussi ne vous inquiétez pas, mais il me semble qu'il y a, à certains moments privilégiés, une telle convergence entre un homme qui avait du pouvoir et des moyens, et un autre homme qui avait du génie, et que cette rencontre a été à ce point exceptionnelle que ça a donné lieu à des chefs-d'œuvre qui tiennent mieux les siècles que d'autres. Pour vous donner un exemple, le Palais Pitti, à Florence, admirable bâtisse, m'a toujours paru complètement vide et complètement mort. Je n'y sens rien du tout. Alors que par contre, les jardins de la Villa d'Este me paraissent encore habités. Ça tient peut-être simplement à ceci que le cardinal Hippolyte d'Este avait une aura plus large et plus brillante que les derniers des Médicis au XVIe siècle, je ne sais pas. Alors c'est en serriant ces fameux lieux qui me paraissaient un peu magiques, un peu géniaux au sens le plus propre du terme, que je me suis décidé à vous proposer au moins une quinzaine d'étapes dans des lieux qui me paraissent vivre encore cette espèce d'extraordinaire convergence de l'argent, du pouvoir, du talent et du génie. Et nous allons voir aussi de la culture. Parce que, il faut que je vous explique ceci, encore, avant de commencer, c'est pas tout à fait un dialogue, l'homme d'argent et l'homme de génie, et ça donne un chef-d'œuvre. Il faut encore un troisième individu, c'est un triangle en fait. Et ce troisième individu, c'est l'humaniste, l'homme de science, l'homme de lettres, l'homme de culture, l'homme de goût, on pourrait l'appeler tel. Vous savez bien que depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la Renaissance, et paraît-il jusqu'à nos jours, il y a un certain nombre d'êtres qui se sont voués à l'étude, qui se sont voués à la connaissance, qui ont donné une vie entière à une bibliothèque ou à une idée même, de façon plus générale. Ces hommes-là, on les appelait au XVe siècle les humanistes. On les appelle aujourd'hui les hommes de cabinet. Enfin bon, c'est moins joli, mais ça paraît que ça veut dire à peu près la même chose. Or, ce que vous allez constater, ce que nous allons d'ailleurs constater ensemble, c'est qu'il y a toujours cet humaniste pour allier, si vous le voulez, l'homme de pouvoir et l'homme de génie. Il faut bien qu'ils se rencontrent. Et c'est le plus souvent l'humaniste qui joue donc un rôle extrêmement important dans la façon d'accoucher les deux personnages et peut-être aussi de les aider à traduire les mythes qui vont ensuite orner les parois. Cet humaniste est donc un personnage très important. Donc on pourrait dire que 15 fois de suite, nous allons voir cette espèce de triangle idéal qui est formé d'une part, excusez-moi de me répéter, mais je dois être précis au moins pour la première fois, d'un homme qui a du pouvoir, de l'argent et l'envie de réaliser quelque chose, d'autre part, un homme qui a du talent, voire du génie et envie de l'exprimer, et l'humaniste qui a les moyens, en quelque sorte, de créer cette expression même. Et donc c'est toujours entre ces trois personnages, qu'on pourrait appeler cette sorte de triangle d'or, que va naître le chef-d'œuvre à proprement parler. Un exemple qui se situe il y a très très longtemps, il y a presque 3500 ans. L'homme de pouvoir à cette époque-là, c'est en Égypte, vous me voyez venir, l'homme de pouvoir c'était Amenophis III. L'homme de génie, c'était un sculpteur absolument fabuleux qui s'appelait Toutmès, mais qui travaillait à Memphis, c'est-à-dire bien loin de la cour. Et l'humaniste et l'érudit s'appelle Amenhotep, fils de Apou. Ce sera d'ailleurs l'un des créateurs de la grande pensée, l'Akhenaton, mais ça c'est une autre affaire. C'est Amenhotep, fils de Apou, qui a découvert Toutmès à Memphis, qui l'a amené à la cour, qui l'a présenté à Amenophis III, auprès de qui il a pu prendre du travail, et cela nous vaudra quelques années après le fabuleux buste de Nefertiti qui se trouve à Berlin. Voilà un exemple absolument parfait de ce fameux triangle de rencontre. Comme peut-être ça vous paraît un peu vieux, 3500 ans, hier, ou à peu près hier, à Houston, aux États-Unis, il y a une famille fabuleusement riche et puissante, la famille de Ménil, grand donateur de la ville, grand mécène de la ville. Bien. À côté d'eux, il y a un peintre qui s'appelle Mark Rothko, et que vous connaissez certainement. Ils s'admirent l'un l'autre, je veux dire par là, les deux Ménil admirent profondément le génie de Rothko. Rothko, je ne suis pas admire l'argent des deux Ménil, ce serait mesquin, mais enfin tout de même. Eh bien, il faudra le troisième homme, qui est un architecte qui s'appelle John Dolman, et ce John Dolman créera la rencontre, et en tant qu'architecte dira, moi je peux vous créer le lieu dans lequel vous, les deux Ménil, vous pourriez permettre à M. Rothko de faire quelque chose de génial. Et ça nous a donné un des plus beaux monuments du XXe siècle. À mon goût, je n'avance que ma responsabilité, c'est la fameuse chapelle œcuménique de Houston, qui est une chose absolument prodigieuse, avec 14 compositions de Rothko. Et j'aimerais simplement encore ajouter une chose,
ce fait-là, la création de ce triangle-là, n'est pas limité aux arts plastiques, à la peinture ou à la sculpture. Les autres arts sont tributaires exactement de la même façon. Et je pensais quand même intéressant de vous donner au moins un exemple. On se situe entre Amenophis III et les Deux-Méniles, si j'ose dire. Au XVIIIe siècle, la Prusse était gouvernée par un homme qui était un homme de musique, c'est Frédéric le Grand. Il avait à sa cour un des innombrables fils de Monsieur Bach, mais envie de voir le vieux Bach. Alors, il y aura un personnage, voilà l'humaniste, qui fera le voyage pour trouver des arguments qui décident le vieux cantor à se rendre jusqu'à Potsdam. Et cela nous vaudra en 1747 l'offrande musicale, ce qui est au moins aussi digne d'être salué que le buste de Nefertiti ou la chapelle de Lofco. Donc, simplement que vous remarquez qu'à peu près dans toute forme de création, ce fameux triangle existe, et ce fameux triangle est au fond un système que maintenant nous allons suivre. Je voulais vous présenter un tout premier détail, mais qui vraiment va vous mettre un peu, j'ose espérer, en appétit pour le reste de ce que nous avons passé de temps ensemble. C'est un petit morceau de la décoration de cette fameuse salle des mois du Palazzo Schifani à Ferrare. Simplement pour que vous vous rendiez compte, et au premier coup d'œil, que bien sûr nous sommes en pleine Renaissance, mais une drôle de Renaissance. Cette peinture très mouvementée, cette peinture, on pourrait presque même dire très échevelée, a naturellement des raisons d'être très précises, nous les verrons tout à l'heure, astrologiques principalement, mais aussi dû à un style à l'époque complètement nouveau, complètement moderne, mais au sens le plus aigu du terme que l'on puisse imaginer. Et ça, c'est aussi une chose qu'il fallait saluer tout de suite. Ces fameux princes vont investir dans l'art d'aujourd'hui, pas dans l'art de hier, comme nos mécènes du XXe siècle. Ils engageront parfois des artistes contestés pour la virulence de leur style, pour l'audace de leur composition, mais ils les engageront et créeront par là même quelques-uns de ces très grands chefs-d'œuvre. Vous en avez vraiment un tout à fait digne de foi, si j'ose dire, sous les yeux. Ce que vous avez en fait sous les yeux, c'est un des décans du mois de mars de ce fameux palais Schifanoïen. Mais, comme je vous disais, nous allons en parler un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Ce soir donc, nous avons mis la scène en 1478, au nord de l'Italie ou presque, dans la ville de Ferrare. Et notre triangle du soir, ce sera un prince qui s'appelle Borso d'Este, non pas un artiste, mais deux artistes qui ont toujours collaboré ensemble. L'un s'appelle Francesco del Cossa et l'autre s'appelle Ercole de Roberti. Et entre ces deux personnages-là, ou plutôt ces trois, si vous voulez, princes et artistes, il y a l'humaniste. Cet homme-là, beaucoup moins connu, hélas, s'appelle Pellegrino Prisciani. Et ce Pellegrino Prisciani était un des plus grands érudits de son temps. Il parlait 9 langues, dont 6 au moins étaient mortes. Enfin, vraiment, c'était l'homme d'études par excellence. Mais sa vraie passion était l'astrologie. Donc, du coup, vous voyez déjà, avant même de commencer, que la passion du troisième personnage, qui est l'humaniste, va littéralement déterminer tout le programme iconographique, puisque, et je viens de le dire, nous allons voir des mois, des signes de zodiaque et même des décans. Donc, vraiment, le personnage qui est l'humaniste est d'une importance absolument capitale. 1478, ça veut dire que nous sommes en plein 15e siècle, et vous savez qu'à travers toute l'Italie est en train de naître à ce moment-là un moment que nous appelons aujourd'hui, un peu simplement peut-être, la Renaissance. Des cours multiples donc rivalisent en splendeur, en beauté, en culture, en intérêt et en passion. Ces cours, ce sont par exemple à Florence les Médicis, à Mantoue les Gonzague, à Ferrare les Este, à Urbino les Montefeltro, et après tout à Rome aussi les papes. Ils seront aussi des grands mécènes dans l'histoire de la Renaissance. Et ces gens-là, à leur cours, pensionnent non seulement les artistes que tout le monde connaît, les Sandro Botticelli, les Andrea Manghena et que sais-je encore, mais aussi les humanistes, c'est-à-dire la troisième tête du triangle, parmi lesquels au moins certains noms devraient être cités, un Marsile Ficin à la cour de Laurent le Magnifique, un Pic de la Mirandole, également à la cour de Laurent d'ailleurs, un Ange Policien entre Ferrare et Milan, ou un Bessarion à Mantoue. Tous ces personnages-là, donc tous ces gens-là, créeront ce mouvement d'idées phénoménal que nous appelons, je répète un peu simplement, la Renaissance. Alors, pour commencer à vous montrer un peu l'idée de cet humaniste, j'ai amené une série de documents qui me paraissent extrêmement intéressants et extrêmement révélateurs. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. En fait, c'est un manuscrit français qui est une apologie du savant, c'est-à-dire une sorte de code de morale et d'honneur de celui qui prétend se donner à la connaissance.
Ce texte, assez hallucinant quand il est alambiqué d'ailleurs, a été écrit par un personnage qui s'appelle Maître Guillaume et sur lequel nous ne savons rien du tout. Or, il se trouve que ces enluminures résument admirablement ce fameux code de l'humanisme, donc je dirais presque ce code de la Renaissance. Voilà pourquoi je vous ai amené quelques-unes des plus révélatrices de ces pleines pages. Voilà l'image même, si vous voulez, de l'humanisme. Le savoir est un bateau qui navigue sur la mer tempétueuse en ceci que l'ignorance, les passions, les vices en agitent les eaux. Et le but est donc de passer de la rive de l'ignorance, qui est la rive du fond, comme de bien entendu, à la rive de la connaissance, qui est celle au premier plan, la peuplée, comme vous pouvez voir, de Shura avec lotus, représentant, j'imagine, les grands degrés de la connaissance. Alors, ayant passé sur cette fameuse rive de la connaissance, il prend pied dans le monde d'une, c'est pas tout à fait une déesse, mais un emblème, en tout cas divin, c'est Vita Beata, la dame de vie heureuse. Et cette dame de vie heureuse foule aux pieds un personnage qui est le vice, par là même l'obscurantisme et l'ignorance. Et vous remarquerez qu'elle s'apprête à donner à l'humaniste toute cette série de clés, les clés du temple de la connaissance suprême, et qui représentent en fait les vertus qu'il doit pouvoir pratiquer, parmi lesquelles vous remarquerez l'honneur, la tempérance, le sens de la victoire, etc. Donc vraiment, il y a une véritable sacralité dans toute la série des œuvres que nous allons découvrir maintenant. Avant d'atteindre Ferrare, je vous propose un arrêt à Mantoue dans l'année 1474. En effet, c'est à Mantoue que pour peut-être la première fois dans l'histoire de la Renaissance italienne, un artiste a servi un prince pour qu'il devienne plus que prince, c'est-à-dire héros et presque demi-dieu. Vous savez, ce statut de quasi-divinité que certains de ces princes de la Renaissance se sont accordés, ce statut-là s'est élaboré lentement. On sortait d'un Moyen-Âge où l'homme était homme et il était créature de Dieu. Or, tout d'un coup, ils vont devenir ces gens-là, presque les égaux des dieux, presque confondus aux dieux. Donc, cette élaboration-là a été lente et avant d'arriver à Ferrare, l'étape de Mantoue me paraît très importante. Alors, en deux mots, pour que vous connaissiez un petit peu le lieu dans lequel je vous amène maintenant, le prince dont je vais vous parler, c'est un prince de la maison de Gonzague. C'est Ludovic II de Gonzague, qui a régné de 1444 à 1478. C'est le deuxième marquis de la lignée de Gonzague sur le trône de Mantoue. Et ce personnage-là, qui était un de ces princes de la Renaissance comme on en rêve, c'est-à-dire grand guerrier, grand diplomate, grand politique et grand protecteur des arts, cet homme-là a eu la chance de rencontrer un artiste qui a véritablement pu servir la mesure même de ses ambitions. C'est l'un des plus grands artistes de toute la Renaissance italienne, c'est Andrea Mantegna. Et à l'espace, si vous voulez, de passage entre le vieux bâtiment de ses pères et ce qu'il venait d'inaugurer et de construire, il a fait ménager une chambre dans laquelle Andrea Mantegna a été missionné pour, au fond, faire participer, si vous le voulez, la société italienne à la divinisation du maître des lieux. Alors, donc, notre Ludovic de Gonzague hérite d'une regia, c'est-à-dire d'un château de famille qui est déjà vieux. La famille Gonzague tente de prendre le pouvoir et le prend petit à petit pendant tout le XIVe siècle. Donc, le grand château date du XIVe siècle. C'est une bâtisse somptueuse, mais en fond, avec cette austérité médiévale qu'un document comme celui-ci vous montre bien. Ludovic, il a vraiment tout fait pour égayer, si j'ose dire, cette regia et lui donner par là même le nouveau ton de cette nouvelle Renaissance en train de s'implanter. Il a suivi en cela l'exemple de son père. Gianfrancesco, premier marquis de Gonzague à Mantoue, avait déjà fait venir, au tout début du XVe siècle à sa cour, un des plus grands artistes du temps. Cet artiste, c'est Pisanello, et il l'avait chargé de décorer 3 des pièces d'apparat du château. Et cette décoration, dont tous les historiens d'art avaient entendu parler, bien sûr, au siècle des siècles, personne ne la retrouvait. Personne ne la retrouvait jusqu'à 1968, où un historien d'art italien a commencé à enlever les différents enduits de 3 grands salons de l'époque Empire. Et par une chance exceptionnelle, sous 3 enduits, on a retrouvé les originaux de Pisanello, c'est-à-dire peut-être la première œuvre d'art renaissante en Italie qui célèbre la grandeur d'une maison régnante. Ce cycle de Pisanello est consacré à l'image du chevalier, la vie chevaleresque, la conquête de la pureté et la conquête du Graal. Alors, à l'époque de Gianfrancesco, Pisanello était l'artiste de pointe, si j'ose dire. Mais à l'époque de notre Ludovic, le monde avait quelque peu changé. Alors, avant de vous
présenter ce nouveau monde, ce monde de la Renaissance pleinement consenti, j'aimerais vous présenter un peu les héros de l'affaire, c'est-à-dire ces différents personnages qui, en fait, vont engager Mantegna à les immortaliser. Voilà le marquis Ludovic. Ensuite, nous avons son épouse, personnage sévère qui trône, vous allez le voir comme une sorte d'extraordinaire maman au milieu d'une pluie d'enfants. Elle est la fille de l'électeur de Brandebourg. Et je dois vous dire que les noces d'un Gonzague et de la fille d'un électeur de Brandebourg avaient déjà été une victoire formidable pour cette jeune maison de Gonzague, une alliance brillante qui lui permettait de prendre place parmi les satellites divins qui commençaient à marquer l'histoire de la Renaissance. De cette union vont naître une pluie d'enfants, quelques garçons qui sont importants, Federico qui sera bientôt marquis, Francesco qui sera bientôt cardinal, mais aussi quelques filles, et c'est surtout aux demoiselles que je voulais m'arrêter un peu. Regardez, celle-là, si elle est jolie, sévère, hiératique, pas drôle à vivre, nous disent les contemporains, c'est Barbe. Elle épousera en fait le duc de Wurtemberg et deviendra la fondatrice de l'université de Tübingen, une des plus grandes universités d'Europe. Et encore une autre, alors celle-là plus aimable, si j'ose dire, c'est à Andrea Mantegna que sera confié le soin de donner à tous ces personnages cette fameuse immortalité dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, même si la pièce n'est pas bien grande, c'est vraiment une rotule, si vous voulez, dans la vie de cour, et c'est là que le marquis décide de s'immortaliser, parce que tout le monde doit y passer. Alors il demande donc à Mantegna de le représenter, lui et sa famille, en deux grands tableaux qui représentent l'événement des événements. Cet événement des événements a eu lieu le 12 août 1471. Alors quel est cet événement? C'est ceci qu'après des années de tractation, des mois de louvoiement, des sommes fabuleuses versées sur la table et sous la table, à côté de la table et dans des mains qui s'égarent, enfin le marquis Ludovic a obtenu ce qui lui manquait, un ecclésiastique dans la famille. Le marquis Ludovic voulait qu'un de ses fils soit cardinal. Le 12 août 1471, le pape a signé le brevet de cardinal de Francesco de Gonzague. C'est le premier cardinal de la famille. Et pour le marquis qui est ivre de bonheur, cela correspond avec le choix donné à Andrea Mantegna de représenter la chose. Alors, un des tableaux nous montre la petite famille réunie, vous voyez, avec allégresse, je peux dire. Ils sont en train de recevoir le brevet pontifical. Alors je vous demande simplement de bien regarder les visages, de bien regarder les attitudes, de bien remarquer combien Andrea Mantegna a servi la noblesse, et par là même on pourrait dire l'immortalité quasiment statufiée de tous ces personnages. Il s'agit véritablement de gens qui posent pour l'éternité, et je vous rappelle, ils sont parmi les premiers en Italie. Alors voilà naturellement ici notre Barbara de Hohenzollern protégeant ses chlorotiques enfants. Ils arriveront jusqu'à 9 ans, ces pauvres petits. Tandis qu'un tout petit peu plus loin dans la composition, nous avons ceux qui deviendront en fait les fils de famille. Vous avez devant la colonne, dans une attitude mais digne de l'Hermès de Praxitèle, et c'est voulu, vous pensez bien, avec ce contre-haut très habile, vous avez le futur marquis, c'est-à-dire Francesco de Gonzague, dont nous aurons à reparler dans un instant. Ce tableau de famille-là, nous allons déjà le quitter et voir l'autre parole. L'autre tableau qui nous intéressera bien davantage ce soir, c'est le moment où le marquis Ludovic va au-devant de son fils pour le recevoir en tant que cardinal romain. La voilà d'ailleurs dans son casier entier, c'est la plus intéressante. Nous avons donc ici le marquis Ludovic Gonzague, qui est le personnage de gauche, s'avançant jusque devant les murs de Mantoue pour recevoir Francesco, en bel habit de cardinal, au centre de la composition, et les petits frères et les petites sœurs sont venus là pour saluer, bien entendu, le personnage. Et vous remarquerez que par une audace stylistique assez étonnante, Andrea Mantegna a rapproché Rome aux portes de Mantoue. On dirait presque en fait que Rome est la banlieue de Mantoue, du coup, car c'est bien de Rome qu'il s'agit, mais faisons-nous au moins le plaisir de nous promener dans les visages extraordinaires de ce tableau-ci. Voilà le marquis Ludovic, vous voyez qu'il a quand même pris quelques années, quelques rides déjà, et que son profil de saurien commence déjà à se marquer. Il sera d'ailleurs l'un des plus redoutables crocodiles de la politique fluctuante de l'Italie du Nord à la fin de notre XVe siècle. Et devant lui, voilà son fils, Francesco, content de se retrouver cardinal, mais malgré tout, on dit qu'il aurait désiré être libre si jamais l'aîné Federico venait à mourir, il aurait pu être marquis cardinal, ça lui bloque complètement la porte du pouvoir temporel. Alors bon, il est content d'être remarqué avec quand même un tout petit peu de détachement, pourrais-je dire. Alors du coup, nous repartons un petit peu. Voilà donc Francesco entouré de ses frères et sœurs.
Voici maintenant, autour de la famille, un certain nombre de personnages qui semblent au fond s'allier à cette espèce de digne allégresse générale. Au moins un de ces personnages doit vous intéresser. L'homme très fièrement campé au centre avec un pourpoint jaune et bleu, c'est Andrea Mantegna, auquel le marquis a concédé de figurer dans cette scène-là. Et puis, comme je vous l'avais dit, tout autour, il y a ce qu'on pourrait appeler les utilités, c'est-à-dire ces figures qui meublent les coins, ces figures qui ferment la perspective. Et parmi elles, d'ailleurs, quelques-uns des plus beaux détails de la peinture d'Andrea Mantegna, par exemple, ces deux serviteurs de la meute qui retiennent des chiens qui sont parmi peut-être les plus beaux chiens peints au cours de la Renaissance. Donc ce ne sont pas à proprement parler des acteurs, mais au fond, ils viennent créer ce lien entre l'architecture de la chambre et la peinture dont Mantegna est le responsable, avec une sorte de bonheur expressif qui est absolument étonnant. Et au-delà des utilités dont je vous parlais tout à l'heure, les utilités humaines, les laquais, nous avons ces utilités que sont les paysages, et notamment, vous le voyez mieux maintenant, un admirable paysage de Rome, banlieue de Mantoue. Vous reconnaissez donc, je pense, les murs mêmes de Rome, mais peut-être ce qui est le plus évident pour vous, la pyramide de Caius Cestius, cette fameuse pyramide égypto-romaine qui est encore debout aujourd'hui, mais qui nous aide du coup à situer la configuration de la Rome de ce temps-là. Andrea Mantegna la connaissait bien, il y était allé, il rend donc de mémoire cette sorte de panorama extraordinaire. Alors donc nous avons tous les personnages importants, toute cette espèce de théâtre qu'ils sont en train de se jouer, dans ce silence et cet immobilisme d'ailleurs, nous avons les utilités humaines, nous avons ces utilités du paysage, mais au-delà de cela, et peut-être plus que cela encore, quand on regarde dans les coins, on se rend compte que Mantegna, partout, a multiplié dans le paysage des chantiers. On construit partout. Alors, ça c'est extrêmement intéressant. Mantegna veut flatter par là même la veine constructrice de notre marquis Ludovic. Nous sommes à une époque où pour s'illustrer, il faut bâtir. Nous sommes à une époque où pour s'illustrer, il faut bâtir grand et beau. Nous sommes dans un moment charnière de l'histoire de l'architecture. Donc partout, des châteaux énormes et couverts d'échafaudages nous montrent qu'en fait, ces gens-là, ce Ludovic, cette Barbara, ce Francesco, ce Federico, sont en fait des princes des arts et des lettres, des princes bâtisseurs et que l'on bâtit, je répète, à tour de bras. On bâtit même jusqu'à l'impossible, puisque dans un petit coin, sous des poutis en train de s'envoler, Andrea Mantegna a construit une espèce de basilique impossible. Vous n'avez qu'à regarder l'échelle du soubassement, l'échelle des portes, l'échelle même de cette coupole. C'est une utopie complète, mais qui nous montre que chez les Gonzague, on sera capable de tout. C'est une espèce de pari comme ça, pris sur l'éternité. Et vous admettez avec moi que quand on regarde de près cette basilique peinte en 1474, on ne peut pas s'empêcher de penser aux constructions que presque 5 siècles plus tard, un Ledoux ou un Boulet créeront au cap de la Révolution française, c'est-à-dire cette grande architecture utopiste dont vous avez ici peut-être un des premiers exemples qui soit. Par l'architecture donc, notre Andrea Mantegna pousse véritablement le marquis Ludovic au niveau d'un Héraclès prêt à entreprendre les 12 travaux. Il en fait une sorte de demi-dieu, véritablement. Le pari est donc parfaitement réussi. Il faut juste des témoins à ce pari. C'est au plafond qu'on les a placés, un plafond célébrissime, puisque Andrea Mantegna, par un jeu de trompe-l'œil extrêmement habile, ouvre cette chambre sur rien, c'est-à-dire sur le ciel, mais sur un ciel d'où se penchent les amours, les poutis, un pan. Pourquoi un pan, ça? Enfin, un pan tout de même, quelques dames de cour et même un mort. Donc, au fond, l'humanité qui vient rendre hommage à cette sorte de famille de demi-dieux capables de construire des basiliques impossibles. Donc, l'étape de Mantoue me paraissait une étape extrêmement importante à vous montrer ce soir. Pour l'une des premières fois dans l'histoire de la peinture italienne, une famille de gens d'ici bas, même s'ils sont princes, acquiert cette espèce de statut d'Héraclès au seuil de ses travaux, et par là même donc une sorte de semi-divinité. Dès que cette porte-là est ouverte, on peut dire que les autres princes de l'Italie vont emmancher, pourrait-on dire, la suite. Ce qui du coup me permet de quitter Mantoue et de vous amener enfin à Ferrare. Nous sommes donc maintenant au seuil de Ferrare. Nous sommes en 1478. Un peu de temps a passé. Le château des Gonzague est connu de tous les princes de l'Italie. La chambre des époux a été visitée par tous les princes de l'Italie. Ce premier modèle a créé naturellement l'envie, la jalousie, donc le besoin de surpasser. Et c'est maintenant la maison d'Este qui va tout mettre en place pour surpasser encore l'audace et la grandeur des Gonzague. Nous voici donc à Ferrare. Et comme je l'ai fait tout à l'heure pour Mantoue, j'aimerais d'abord vous présenter en deux mots les protagonistes. Ludovic II, nous l'avons laissé, lui et son marquisat, à Mantoue. Nous
nous voici chez Borso Ier. Borso Ier de la maison d'Este, il n'est pas marqué, lui, il est duc. Il est en fait le fils de Nicolas III d'Este et le frère du fameux Lionel d'Este, Leonello d'Este, dont certainement vous avez entendu parler, puisque Pisanello en particulier passera de nombreuses années chez lui dans sa cour de Ferrare. Toujours est-il donc que Nicolas avait eu deux fils, Leonello l'aîné qui a régné mais qui est mort fort rapidement, Borso le cadet qui nous occupe ce soir, le successeur et le porteur au fond de la grandeur d'Est nous importe maintenant. Il sera d'ailleurs, lui Borso d'Est, le frère d'un des plus grands princes de l'Italie, ce sera Hercule Ier d'Est, dont sans aucun doute vous avez entendu parler, puisque ce Hercule Ier, ce sera de tous les princes de la Renaissance, le premier à refaire sa ville à neuf, c'est-à-dire à prendre cette ville comme un tas de glaise, à en enlever toute l'anarchie médiévale pour percer des avenues parfaitement droites et créer un urbanisme modèle, un urbanisme arcadien, tellement en fait il est progressiste en cette époque-là. Il sera d'ailleurs le père, il faut le dire quand même, de Alphonse Ier. Ce Alphonse Ier, peut-être comme ça ne vous dit rien, sera moins brillant sans doute aucun que Hercule, encore moins brillant que Borso, mais il aura la chance de faire un mariage étonnant. C'est lui qui épousera la fameuse Lucrèce Borgia, dont, comble des comptes, nous aurons encore à reparler ce soir. Donc vous voyez qu'entre Nicolas III et Alphonse Ier, notre Borso d'Est se situe mais vraiment au pinacle de la grande génération des seigneurs de la maison de Ferrare. Nous sommes vraiment au plus grand moment dans cette fameuse Regia. Une Regia qui a été construite par Nicolas III, c'est-à-dire par le père de Borso. Elle est encore très médiévale, c'est encore véritablement une forteresse, avec d'immenses murs aveugles, des fenêtres relativement petites, peu de lumière à l'intérieur, des douves puissantes, des meurtrières, enfin bref, une allure à proprement parler de citadelle. Cette citadelle est néanmoins tempérée, pourrait-on dire, par l'utilisation de la brique qui lui donne une allure rouge et d'un petit filet de marbre blanc qui donne juste toute l'élégance, qui fait oublier le côté château fort et déjà au fond qui prépare à l'idée de palais, à l'idée de résidence, donc à cette idée d'élégance qui va tellement marquer toutes ces générations-là. En dépit de son élégance, elle est parfaitement défendue, notamment, et vous le voyez, par toute une série de meurtrières et de machicoulis que vous découvrez ici, mais au-dessus desquelles on se plaît à construire de délicates rambardes de marbre blanc pour permettre au jardin des dames de prendre place ainsi sur les terrasses. Donc c'est vraiment une sorte de bâtiment de jonction entre le mal-être de la période médiévale et ce bien-être qu'on est en train de découvrir dans notre période Renaissance. Et notre Borso d'Est va tellement détester cette Regia, il va tellement détester ce bâtiment, il va tellement détester sa sévérité, qu'il décidera de l'abandonner pour construire aux portes même de la ville quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui soit complètement dans l'esprit et les besoins d'une société à rebours ou à l'encontre de la vieille société, quelque chose de lumineux et quelque chose de génial. J'aimerais peut-être simplement vous dire que Borso d'Est n'a peut-être pas quitté la Regia que pour des raisons d'esthétique. Ce serait trop beau. Il l'a quitté aussi parce que de très mauvais souvenirs sont attachés à ses murs. On visite aujourd'hui la Regia d'Est comme un beau palais d'Italie et on oublie peut-être que c'est le plus sanglant de tous les palais qui soient. Sans entrer dans trop de détails qui vous feraient saliver, comme j'ai bien entendu, parce que ce sont de si belles histoires, j'aimerais simplement vous rappeler que tout petit, tout enfant, Borso avait assisté à une des choses les plus épouvantables qui soit, c'est son père, Nicolas III, condamnant à mort son dernier fils, Ugo d'Este, parce qu'il avait désiré sa propre femme à lui, Nicolas, la toute jeune Parisina Malatesta. Et simplement parce qu'on avait dit que peut-être il y avait quelque chose entre cette très jeune femme et ce très jeune homme, qu'ils étaient de toute façon beaucoup trop beaux pour vieillir, le mari les avait froidement condamnés à mort et fait décapiter. Cela, Borso l'avait vu dans cette Regia. Autrement dit, il y a aussi toute la part, disons, biographique, tout ce sang sur les murs, beaucoup d'autres histoires encore, je n'ai vraiment plus le temps de vous les évoquer, qui font que, pour Borso, le château est invivable. Il décide donc, comme je le disais, de partir à neuf, et il fait construire un palais qu'on appelle Schifanoia. Très joli nom. Ce n'est pas le nom de famille des propriétaires, Schifanoia. Cela veut dire tout simplement chasse l'ennui. Chasser l'ennui, Schifanoia. Donc, cela vous montre bien ce que sera cette nouvelle résidence,
quelque chose de lumineux, quelque chose d'aéré, quelque chose de transparent, de grandes salles dans lesquelles les arts ferrarés pourront s'exprimer. La peinture, ça nous allons pouvoir le voir encore, mais n'oubliez pas encore aussi tous les arts mineurs, les tapisseries, les meubles, les pièces d'orfèvrerie. Et aussi ce qui, pour les Ferrarais, est l'art des arts, c'est la musique. Vous savez peut-être que c'est à Ferrare que la musique la plus céleste s'est fait entendre. Borso et des grands musiciens dans les salles que nous allons voir a résonné vraiment la première musique Renaissance dans son acception la plus, à proprement parler, paradisiaque. Donc maintenant nous changeons complètement de décor et nous allons partir pour le palais Schifanoia. Dans ce palais Schifanoia, nous allons découvrir l'astrologie telle qu'en fait le XVe siècle avait hérité des siècles passés. Donc simplement, je voulais par un petit rappel de quelques documents vous montrer que cette espèce d'apothéose des grands mythes astrologiques génialement servis par Francesco del Cossa et Ercole de Roberti était préparée par une longue tradition. Vous savez, je pense que depuis l'aube des temps, le ciel, c'est-à-dire notre cosmos, a été défini comme une sorte de cercle parfait de 360 degrés, divisé en 12 sections qui représentent bien entendu les 12 mois de notre année. Et dans chacun de ces domaines vit un Dieu. Ce Dieu est traduit par un symbole, et ce symbole détermine, domine, marque et en quelque sorte régente celui qui traverse la maison, les étoiles qui traversent la maison, les constellations qui habitent la maison et par là même le destin de ceux qui en fait sur Terre en sont comme le reflet microcosmique. Donc ce que j'essayais de définir en une phrase ou à peu près, c'est un peu la raison d'être même de cette astrologie qui revient donc à ceci: retrouver dans le grand macrocosme les clés de connaissance que nous avons à l'intérieur de notre microcosme d'être humain. C'est-à-dire nous affilier au grand mythe, si vous le voulez, qui fête le monde. On pense à l'heure actuelle que c'est en Inde que la première astrologie est née. Mais je vous rappelle que sur l'Inde même, nous n'avons que si peu de textes originaux qu'en règle générale, c'est en Perse, en Chaldée et autour de Babylone, c'est-à-dire au fond dans le premier lieu de passage, qu'en règle générale, on aime à placer la codification même de ce fameux ciel astrologique. Et alors de là, le chemin est très simple, du fin fond de l'Indus à l'époque pré-védique jusqu'en Perse, en Chaldée et à Babylone, les idées ont cheminé jusqu'en Égypte. De l'Égypte, elles vont cheminer jusqu'en Grèce, ne l'oublions pas quand même celle-là, de Grèce jusqu'à Rome, et de Rome à travers notre Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, où nous allons les retrouver tout à l'heure. Je pensais donc que ça vous intéresserait juste d'avoir 2-3 petites étapes de ces temps très reculés. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte que l'humaniste qui va présider à la création de ces fameux 12 mois de Borso d'Est avait derrière lui des siècles, pour ne pas dire des millénaires, de tradition. L'un des plus anciens zodiaques que nous connaissions, c'est-à-dire justement ce fameux cercle du ciel divisé en maisons, se trouve dans l'Égypte antique, dans le temple de Dendera. Dans une des chapelles hautes du temple, chapelle qui n'était consacrée qu'aux prêtres qui avaient pour mission d'interroger le ciel, on trouve une dalle de pierre absolument extraordinaire sur laquelle sont gravés les symboles mêmes du zodiaque tel qu'il était pratiqué en l'époque pharaonique, donc tel qu'il avait été hérité de la lointaine Babylone, et de la de Chaldée, et de la de Perse, et de la de l'Inde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on y retrouve absolument intacts les signes que nous retrouvons dans notre tribune du matin, si j'ose ainsi m'exprimer. Autrement dit, au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Dendera, on pratiquait, mais couramment, parce que c'était si vieux déjà, la tradition de nos fameux signes astrologiques. Et comme je vous le disais, ces signes ont traversé l'Égypte, la Grèce, Rome, et sont arrivés chez nous. On a trop tendance à penser, nous, que c'est la Renaissance qui les a retrouvés. Et je voulais justement rendre justice au Moyen-Âge en vous disant que dans les livres, on trouve des zodiaques en plein Moyen-Âge. Et il y en a un si beau à la Bibliothèque nationale que là encore, je pensais que ça vous plairait, au moins cela, et intéresserait, j'espère, de voir quelques signes. Il est anonyme et il illustre en fait un grand livre d'heures. Ce sont exactement les signes de Dendera, donc les signes de l'époque pharaonique, qui sont eux-mêmes exactement ceux de l'Inde pré-védique. Donc vous voyez, la tradition s'inscrit. Voilà par exemple le lion, voilà la balance, nous l'avons vu tout à l'heure au zodiaque de Dendera. Moi je trouve prodigieusement émouvant, mais je sais que je suis un grand romantique, de penser qu'entre le plafond de Dendera et ce que vous avez sous les yeux, il y a 18 siècles, et après la balance, encore un troisième, c'est justement le Sagittaire. Vous venez de le voir lui aussi, dans le plafond de Dendera. Le voilà
médiévale. Donc, littéralement, c'est à travers tout le Moyen-Âge que jusqu'à la Renaissance, cette idée zodiacale, cette idée du zodiaque et de ces constellations va marquer notre culture occidentale. Et je vous montre maintenant ce qui est alors un des chefs-d'œuvre les plus absolus de l'histoire du livre, c'est les Tréviseurs du duc de Berry, dû aux frères de Limbourg et conservé aujourd'hui au musée Condé de Chantilly, comme vous savez bien sûr. Et vous savez que parmi toutes les grandes pages de ce qui forme un livre d'heures, il y a regroupé un calendrier de 12 mois dans lequel le duc de Berry a pu montrer ses apanages les plus importants, des paysages absolument prodigieux, mis sous l'égide du signe astrologique du mois. Car regardez bien dans le cintre supérieur, selon l'idée que ce zodiaque est en fait comme une sorte d'immense couronne dans notre macrocosme, vous voyez ici passer pour le mois de mars le poisson qui devient bélier. Donc on est en train d'assister à la grande mutation de ce ciel. Et du coup, le travail du mois, c'est de labourer la terre, c'est d'ensemencer la terre qui est en train de se réveiller, en train de renaître. Après le mois de mars, voilà le mois d'avril. Regardez que vous retrouvez le bélier, mais il est en train de préparer l'avènement du taureau. Donc toujours le disque est en train de tourner, immuable comme depuis des milliers d'années. Et à l'époque du mois d'avril, c'est le réveil de la nature, c'est le début du printemps, c'est l'époque des mariages. Et nous assistons donc au premier plan au mariage du fils du duc de Berry et de Bonne de Luxembourg. Voici le mois de mai qui suit. Le taureau est en train d'entrer en Gémeaux, comme vous pouvez voir, le monde glisse, et nous assistons à la cavalcade de mai, c'est-à-dire à la prise de possession d'une nature en pleine efflorescence par la société du duc. Alors vous voyez, au fond, de Dendera au Tréviseur au XVe, nous assistons à une tradition qui littéralement reste vivace. Mais, vous aurez constaté, jusqu'à présent, cette tradition s'est véhiculée ou dans des temples égyptiens qui ne sont pas publics, bien sûr, ils sont réservés aux seuls prêtres, ou dans des livres. Et les livres, comme les bibliothèques en cette époque-là, ne sont pas publics non plus. Donc, si vous le voulez, tout est resté très confidentiel. Or, avec la Renaissance, le savoir s'ouvre à chacun. Donc, c'est au XVe siècle, dans la deuxième moitié du XVe siècle, que tout d'un coup, ces secrets de connaissance, que sont les signes du zodiaque, vont quitter les tréfonds des bibliothèques pour s'installer au vu et au su de tous, au mur des châteaux. Alors là, je vais vous montrer un exemple que je trouve extraordinaire, et il est tellement peu connu que je crois que ce serait une découverte pour beaucoup d'entre vous, du moins je le souhaite. C'est le premier zodiaque peint sur un mur dans l'histoire de l'Occident. C'est 1451. L'artiste est anonyme, c'est peut-être pour ça que l'œuvre est si peu connue, on ne l'a jamais identifiée, hélas, mais l'œuvre existe, elle vient d'être restaurée. Voilà donc pour un de vos prochains week-ends, vous allez jusqu'à Trento, à 30 si vous préférez. Au milieu de 30 se dresse le château dit de Buon Consiglio. Une de ces tours s'appelle la Torre dell'Aquila, la tour de l'aigle, et dans la tour de l'aigle, vous avez un cycle zodiacal que littéralement personne ne connaît. C'est une œuvre complètement méconnue, mais qui est absolument extraordinaire parce que c'est les miniatures des frères de Limbourg, mais à la dimension d'une paroi. Et c'est surtout l'ouverture de mystères jusqu'alors confidentiels et réservés à l'immensité d'une salle de bal. Voilà le mois de mars, nous l'avons vu traité par les frères de Limbourg, le voilà traité par votre artiste anonyme, et vous remarquerez que là aussi on est en train de labourer la terre, là aussi on est en train de semer, là aussi on commence à se risquer les nobles dames du premier plan vers l'extérieur. Puis, voilà ici le mois de mai. Alors là, regardez que la nature s'est complètement épanouie, les fleurs partout embaument la composition, et vraiment toute la noble société est là dans un grand débat poétique. On est en train de couronner un des poètes gagnants de ces fameuses joutes de mai, cependant qu'à l'arrière-plan, le Seigneur est en train de déjeuner. Et à titre de curiosité, voilà le dernier mois, c'est décembre, et au premier plan, les seigneurs et les dames sont en train, vous voyez, de s'envoyer de la neige à la figure, comme toujours, si j'ose dire. Alors, vous voyez, et c'était ça le but de cette promenade astrologique, vous voyez que la tradition existe, vous voyez que cette tradition commence à être, en tout cas, dans les mœurs. Vous voyez qu'en fait, tout cela est dans l'esprit du temps, donc dès lors, les peintures que vous allez découvrir au palais Schifanoia vous paraîtront peut-être moins, comment dire ça, isolées dans l'histoire des idées du temps. C'est au contraire un des maillons de la chaîne. Alors, par intérêt, je vous présente le dernier maillon de la chaîne. Nous sommes à Préférable, nous sommes au beau milieu du XVIe siècle, et c'est l'un des derniers zodiaques peints. Retour à Mantoue, mais pas au château ducal, au Palazzo del Arco, le
allée de l'Arc, et là, un peintre qui s'appelle Falconetto a représenté des mois et des occupations de mois, donc dans la grande tradition qui, jusqu'à présent, de Dendera à la période maniériste, donc, a marqué notre Occident. Voilà le mois du Bélier, nous sommes donc en mars maintenant. Le Bélier, comme vous le savez sans doute, c'est la constance, c'est le courage, c'est la droiture. Le sujet choisi, c'est donc Mucius Scaevola, qui aime mieux mettre sa main dans le feu plutôt que de se parjurer. Bel exemple de nature Bélier. Le Cancer, lui, et vous le savez, c'est le trouble un peu, c'est l'hésitation, c'est le je ne sais pas, c'est le bon. Et puis c'est un tête foncé, évidemment. Quel meilleur emblème mythologique choisir que Héraclès en train de combattre l'hydre de Lerne. Vous savez que dans le récit mythologique, le seul des travaux qui a fait peur à Héraclès, c'est l'hydre de Lerne, l'horreur de l'hydre de Lerne. Il y a eu le moment de recul, puis il l'a tué. Et l'artiste a trouvé que cela était très Cancer comme idée. Il a donc choisi cela comme emblème du Cancer. Et comme notre Falconetto était Cancer lui-même, eh bien le monsieur qui se penche au premier plan, c'est Falconetto. Bien sûr, il s'est mis dans son mois. Et troisième et dernier mois que je vous montre, voilà, le Capricorne. Le Capricorne, dont il est bien dit, dans la tradition, appelons-la populaire, qu'il peut être en de certains moments donnant à droite, donnant à gauche. Il peut ne pas aller toujours très très droit. Alors, l'emblème choisi ici, c'est le vieux Mucius Agricola, renvoyant son jeune frère, Lucius Agricola, hors des murs de Rome pour prendre le pouvoir tout seul. Un bel exemple de duplicité politique qui, paraît-il, emblématise le Capricorne. Je signale que le marquis de Laco était Capricorne lui-même. C'est peut-être un petit hommage rendu. Maintenant que vous avez vu toute cette grande filiation, nous pouvons entrer dans le palais Schifanoia. Avant d'y entrer même, on est aux portes, je voulais juste vous présenter un artiste de même génération que Saint Francesco del Cossa et Ercole de Roberti. On ne connaissait quasiment rien de lui jusqu'au moment où, très récemment, les conservateurs ont acquis ce tableau-là. C'est un Héraclès entre le vice et la vertu, ou enfin entre le chemin de la vie profane et de la vie sacrée, disons. Et dans cette œuvre-là, très insolite par l'élongation des personnages, par leur maigreur, par l'importance accordée à la nature, vous découvrez déjà ce qui sera la qualité fondamentale de l'école ferraraise en pleine Renaissance, c'est le goût de l'étrange, le goût du bizarre, le goût de l'insolite, partout, ne serait-ce d'ailleurs que dans la nudité d'Héraclès au centre, ne serait-ce aussi que dans la façon dont il a montré deux paysages si différents, l'un très riant et très ouvert, c'est celui du vice, l'autre escarpé et rocailleux, par contre, c'est celui de la vertu. Et pour que les choses soient maintenant bien justes, nous savons que Francesco del Cossa et Ercole de Roberti ont eu un maître commun. Voilà le maître. Voilà les deux élèves. Et pour vous montrer la différence de leur nature, c'est beau ça, non? C'est un Francesco del Cossa. Une peinture extrêmement précieuse, un style extrêmement précieux, où l'élégance et la sensualité, d'ailleurs, se conjuguent de façon admirable. Et son double, pourrait-on dire, ce collaborateur, Ercole de Roberti, regardez bien, parce que c'est des antipodes. Autant Francesco del Cossa est un homme de l'élégance, de la sophistication, d'un certain maniérisme même déjà, autant Ercole de Roberti est un peintre beaucoup plus violent, beaucoup plus véhément, beaucoup plus passionnel, pourrait-on dire. Les deux se recoupent donc admirablement pour entreprendre le fameux travail auquel, enfin maintenant, top, nous allons accéder. Pas tout à fait quand même, puisque je voulais vous montrer au moins un tout petit détail du Palazzo Schifanoia, c'est la fameuse loggia. C'est la loggia sur laquelle attendaient les musiciens avant d'être introduits auprès de la cour, pour au fond leur donner ce qui était, paraît-il, l'ouïe du paradis. Alors top, maintenant nous entrons dans le lieu où cette vie paradisiaque s'est déroulée pendant tant de soirs. Nous sommes dans la salle des fêtes du Palazzo Schifanoia. Ouf, vous y êtes. Alors, cette salle des fêtes, j'aimerais d'abord, très rapidement si j'ose dire, vous la décrire. C'est une salle qui fait 24 mètres de longueur, 11 mètres de largeur et 7 mètres 50 de hauteur. Donc c'est une salle parfaitement rectangulaire et, si vous me passez l'expression, bêtement rectangulaire. Il faudra donc tout le génie de ces artistes pour en faire un espace intelligent. Un peu comme vous savez, la chapelle Sixtine est un espace architectonique lamentable, mais il faudra Michel-Ange pour en faire quelque chose de génial. C'est un peu la même chose, si vous voulez, au Palazzo Schifanoia. Voilà ce que cela a donné. Francesco del Cossa, Ercole de Roberti et leur humaniste vont donc diviser l'espace en 12 bandes parfaitement régulières. Chacune sera donnée à un mois de l'année. Et comme vous pouvez remarquer,
est divisé en 3 registres. Dans le registre supérieur, tout en haut, on montre le dieu de la maison, le dieu du cygne, son triomphe, ses vertus, sa force, son courage, sa beauté, sa splendeur, que sais-je encore. Dans le registre inférieur, on montre le prince, Borso d'Est, dans sa beauté, dans sa splendeur, dans son courage et dans sa constance. Le dieu, le prince. Donc vous voyez déjà là un bel exemple, si vous voulez, d'affiliation de la réalité divine et du quotidien. Et entre ces deux bandes-là, une sorte de grand registre sur fond presque noir nous montre les signes du zodiaque et chacun de leurs décans. Donc au fond, on a ici exactement au mur ce que bien avant les frères de Limbourg avaient fait pour le duc de Berry, c'est-à-dire l'affiliation et l'assimilation et je dirais même la fusion du quotidien de la vie de cour et de l'immensité immuable de la cause macrocosmique. Donc on retrouve exactement cette idée ici. Si tout était conservé, vous auriez le sourire jusqu'aux 2 oreilles. Hélas, je dois vous dire que la moitié au moins manque. Je m'explique. Le Palazzo Schifanoia a duré le temps de Borso d'Est. Après, il a été oublié. Les ducs sont rentrés à la Regia. Les ducs se sont fait construire d'autres châteaux, puis les ducs ont disparu. Donc, le Palazzo Schifanoia a été abandonné. Lentement, il est tombé en ruine. Lentement, il a commencé à se décrépir. Il a donc fallu un travail de restauration littéralement fantastique dans les années 1940 pour retrouver ce que l'on peut retrouver du Palazzo Schifanoia. Mais il manque quasiment la moitié du cycle et une bonne partie des peintures sont dans un état absolument épouvantable de conservation. Et nous voilà au mois de mars. Mars, dont la déesse est Minerve. Donc, en haut de la composition, nous avons un triomphe de Minerve. Vous remarquerez qu'au centre, il y a un magnifique char, assez extravagant d'ailleurs dans la véhémence de son style, et autour de ce char, pour saluer la déesse, l'humanité est là, vacant à ses occupations. Minerve, bien sûr, a donné aux hommes et aux femmes ce qui leur permet de vivre en tant qu'êtres civilisés. Elle a donné le feu, elle a donné les instruments de l'agriculture, elle a appris aux femmes à tisser. Francesco del Cossa s'en est souvenu, et il a donc ici groupé toute cette assemblée de femmes, superbes d'ailleurs, autour d'un métier à tisser. Elles apprennent en fait, grâce à Minerve, l'art de tisser et l'art de broder. Un détail, je veux dire, plein de cette espèce d'esprit paradisiaque qui est tellement propre à Francesco del Cossa. En haut donc, ce triomphe de Minerve. Dans la bande centrale, le signe de Minerve et le signe donc de Mars, le bélier. Et vous remarquerez que ce bélier est surmonté ici d'un personnage emblématique. Nous le retrouvons absolument dans tous les mois que je pourrais vous montrer ce soir. Ce personnage emblématique, c'est le décan central, car la science des Ferrarets était telle qu'ils ne se sont pas contentés comme les autres du signe du zodiaque, mais ils ont chaque fois montré l'emblème du premier, deuxième et troisième décan. Toujours. Donc il y a toujours autour du signe 3 personnages qui représentent donc ces différents décans. En l'occurrence ici, dans la grande tradition égypto-chaldéenne, la Vierge rouge, symbole du décan central de la maison du bélier. C'est un des plus beaux détails de peinture d'ailleurs que l'on puisse voir dans l'ensemble. Et puisque nous descendons, voici la partie du pas maintenant, c'est peut-être celle qui va vous toucher le plus. Nous sommes donc non plus chez les dieux mais chez les hommes, et nous assistons à ce que, en mars, notre Borso d'Est pouvait faire, c'est-à-dire chasser immanquablement. Mars est un mois de chasse. Donc, dans un paysage et dans une architecture complètement extravagante d'ailleurs, bourrée de détails, parce que ça c'est de Ercole de Roberti, et on reconnaît cette espèce de sens presque dramatique de la narration, il se passe des foules de choses. Voyons peut-être quelques détails, ou au moins un. La partie supérieure, la plus belle d'ailleurs, où nous avons la cavalcade de Borso d'Est, en tête des personnages, en train de se rendre à la chasse. Un détail dans lequel on se rend compte qu'Ercole de Roberti avait une maîtrise de pinceau au moins digne de celle d'un Pisanello dans le rendu des chevaux. C'est un peintre des chevaux absolument extraordinaire, il faut bien le dire. Nous voici en avril. Avril, c'est le mois de Vénus, c'est le mois qui prépare à la fécondité de la Terre. Donc en haut, nous assistons au triomphe de Vénus sur un char tiré par des cygnes, comme chez Wagner. Et autour, nous avons bien entendu tous les personnages qui célèbrent Vénus. Alors je voulais vous montrer un détail, parce que le détail le plus parlant qu'on puisse imaginer, ce sont ces dames faisant
faisant de la musique. Seda, c'est le concerto di donne, l'ensemble vocal madrigaliste le plus célèbre de l'histoire de la musique, car c'était vraiment les voix du paradis. Ce concerto delle donne, on en parlera jusqu'à l'époque de Monteverdi, et même beaucoup plus tard jusqu'à l'époque de Vivaldi, en disant « Ah mon Dieu, si on avait encore les voix de Ferrare, les voix du concerto ». Eh bien voilà ces dames de Ferrare, mises sous l'égide bien sûr des trois grâces, dont elles sont comme l'émanation terrestre. En dessous donc du triomphe de Vénus, le signe du mois, le taureau, avec au-dessus l'homme à la clé, le symbole immémorial du décan central. En dessous, nous avons bien entendu la vie de Borso d'Este à cette époque-là, et de nouveau, regardez bien, c'est Ercole de Roberti, c'est cette narration tout en mouvement. Donc voilà donc le duc Borso qui remet à une espèce de Quasimodo de cour, il s'appelait Scipione, son bouffon, il lui remet une pièce d'or pour une bonne plaisanterie qui vient d'être faite. Et nous sommes dans le mois de Vénus, c'est le moment de rigoler. Eh bien justement, dans l'arrière-plan véhément de gauche, vous allez voir pourquoi on rit tellement. Sienne avait son palio, Sienne a toujours son palio. Borso a voulu son palio aussi, mais pour se moquer des Siennois. Donc, les règles du palio de Sienne étaient absolument claires. Courait qui voulait, comme il voulait. Un cheval tout seul, un âne tout seul, un cochon. Et puis le temps passant et le spectacle devant se pimenter, on a ajouté à cela les marchands qui avaient mouillé leur vin, les juifs, les homosexuels et les poètes. La société ferraraise assistant avec une certaine condescendance à ce spectacle tout de même un peu grossier, avouons bien. Alors voilà, la représentation ici d'une des fêtes les plus étrangement païennes d'ailleurs que la Renaissance italienne ait continué à fêter. Et nous voici maintenant au mois de mai. Nous voyons maintenant le triomphe d'Apollon. Apollon occupe le centre de son pavois ici, et vous remarquerez qu'au-dessous se trouve le signe des Gémeaux, les deux enfants, marqués des trois côtés par leur décan. Je n'ai vraiment pas le temps, je pense, de vous expliquer ce que sont chacun de ces décans. Tout de même peut-être celui de gauche, le chevalier en train d'armer un page, c'est le très vieux dieu chaldéen Béloul qui arme son prêtre. Donc au fond, cette idée du zodiaque chaldéen, le premier décan de Béloul, a passé directement par Dendera interposé jusqu'à Ferrare, et réapparaît donc, non plus sous la forme d'un prêtre, mais d'un chevalier, en train d'armer non plus son plus fidèle, mais un jeune page. Voilà les deux Gémeaux qui essayent de cacher l'apparition d'Apollon, vous voyez, cache la lumière du soleil qui va triompher, bien entendu, et au-dessus le symbole du deuxième décan. C'est aussi d'ailleurs une des très belles parties de la salle. Hélas, les occupations de la cour au mois de mai ont été bien abîmées par les cigarières du XVIIIe siècle. On a donc conservé un tout petit bout qui nous montre ici des paysans en train de faucher. Hélas, le reste, je répète, est disparu. Cela nous permet donc d'aborder le mois de juin maintenant. Il est assez abîmé, comme vous pouvez le voir. C'est le triomphe de Mercure et donc l'élément dominant qui est le cancer et ses trois décans. Alors dans le mois de Mercure, je vous fais surtout remarquer que le dieu passe entre des rangées de boutiques. N'oublions pas quand même que Borso d'Este doit la richesse de sa maison aux impôts qu'il prélève aux boutiquiers et que les boutiquiers doivent leur fortune à Mercure. Donc chacun se rend service comme il peut. Donc entre les boutiques passe la prospérité de Mercure, symbole donc du mois de juin. Je vous montre le symbole astrologique parce qu'il est superbe. C'est certainement une des plus belles images de cancer que l'on puisse voir dans les représentations astrologiques. Mais cela nous amène déjà au mois de juillet. Juillet, c'est le fête de l'année, donc le fête des dieux se doit d'être présent. Voilà donc Jupiter, maître de juillet. Jupiter, sur son char, est accompagné d'une femme, c'est la déesse Hécate qui est représentée. Déesse de la vengeance, car toute offense à Jupiter sera stigmatisée par Hécate. Et au milieu de gens très sérieux passe donc le char de Jupiter. Ceux qui saluent Jupiter, c'est les représentants de l'Église catholique romaine, ce qui est quand même très audacieux pour le XVe siècle où nous nous trouvons. Faire saluer Jupiter par les représentants de l'Église catholique romaine, il faut oser tout de même. Mais Borso d'Este osait, je vous l'ai dit, à peu près tout. Alors voilà donc, ici, le triomphe de Jupiter est l'emblème du mois, qui est donc le lion, vous l'avez vu certainement au passage. Nous avançons dans notre année, nous voici au mois d'août, c'est le triomphe de Cérès, et c'est bien
Vierge. Alors donc triomphe d'une Cérès assez sérieuse, Cérès en effet pas particulièrement folichonne dans la mythologie. Il se passe quand même des choses assez affreuses en haut à droite. Si vous remarquez, sa fille Proserpine est enlevée par l'affreux Pluton. Je vous signale particulièrement cette admirable représentation de la Vierge qui semble comme se détacher de terre, émaner de terre pour planer comme cela dans cette stratosphère, cette Vierge très lunaire, cette Vierge presque argentée à force d'être blanche. Alors, je voulais vous la montrer en détail. Et puis peut-être profiter une fois pour vous montrer les décans. Voilà le premier décan de la Vierge, c'est ce qu'on appelait le décan de Cérès. C'est donc celui où vraiment la nature arrive à son or le plus épanoui, à représenter bien sûr par une jeune femme tenant des épis, se dévoilant dans toute sa beauté, sa chevelure devenant une chevelure d'épis, nous racontent les textes les plus antiques. Et ce sont donc sur des textes antiques que les humanistes ont préparé le travail à Francesco del Cossa et à Ercole de Roberti. Puis le mois passe et le dernier décan, c'est la fin déjà, si vous le voulez, de cette grande période d'épanouissement, c'est le vieillissement du mois, c'est le vieillissement de Cérès, et l'image emblématique des zodiaques antiques, c'était une vieille femme dans un temple. Et là, vous voyez qu'ils nous ont représenté, nos deux artistes, simplement une vieille femme en train de prier. Donc, dans le dialogue de la jeune femme qui montre sa poitrine et ses plaies, pourrait-on dire, est l'image recueillie de cette femme en prière, vous avez exactement l'observance des traditions les plus strictes de l'astrologie la plus savante. Ce qui nous amène au dernier mois conservé, voilà maintenant le mois de septembre, avec le triomphe de Vulcain. C'est le plus extraordinaire au point de vue de la peinture. Vulcain est un pauvre dieu, je vous rappelle. Il forgeait tranquillement, pendant que son épouse tranquillement aussi. Et c'est ce que nous a montré la pièce. Dans la zone de gauche, nous avons le pauvre forgeron avec ses cyclopes en train de travailler, et dans la partie de droite, nous avons un extraordinaire lit dans lequel reposent enlacés Mars et Vénus, c'est-à-dire justement, bien entendu, l'épouse et l'amant. Et au milieu passe un char. Sur ce char, ça n'est pas le dieu lui-même, c'est la luxure. Car en effet, bien entendu, Vulcain, en jetant son filet sur Mars et Vénus, stigmatisera la luxure. Vous avez donc bien mérité de voir des détails. Ce qui est le plus frappant donc, c'est l'armure de Mars et la robe de Vénus. Car si vous remarquez, on dirait presque que ces entités-là ont une vie à eux propres. Comme si vraiment cette armure allait vite se remettre sur Mars et cette robe allait revêtir Vénus au moment où Vulcain jettera son filet. Mais Vulcain est bien tranquille dans sa forge, comme vous le voyez ici. Il est en train de forger l'écu de Rome, l'écu sur lequel se trouve la Louve, Rémus et Romulus. Donc il a, si j'ose dire, d'autres chats à fouetter. C'est pas pour aujourd'hui que la luxure a passé, mais au point de vue peinture, je crois que ce type de représentation très madrigaliste d'esprit a particulièrement dû plaire à la société ferraraise et à notre Borso d'Est en particulier. C'est en tout cas, je trouve, un détail particulièrement somptueux. Nous avons traversé donc tout ce qu'il reste de cette année Schifanoia. Ce que j'espère avoir su vous faire remarquer, c'est la qualité et la beauté de l'œuvre, c'est une évidence. L'érudition de l'œuvre, ça, j'espère avoir su vous y rendre sensible, et à quel point nos deux artistes ont vraiment travaillé avec l'humanisme pour que le tout soit parfaitement mis en ordre, pourrait-on dire. J'espère aussi que vous avez vu ce qui était au fond le sujet, de vous montrer comment un prince devient l'égal des dieux, puisqu'en fait les deux réalités, la réalité de Borso d'Est et la réalité des dieux de l'Olympe, cohabitent dans chacun des mois. Cela, j'espère avoir bien réussi à vous le rendre. Et j'aimerais en 4 diapositives vous montrer combien c'est beau, tout simplement. Parce que ça, on en a peu parlé. J'ai parlé d'hardiesse de style ou d'élégance de style, mais la beauté même, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Alors, au niveau des animaux, je voulais vous montrer simplement un cheval par Francesco del Cossa, parce que je trouve ce cheval a un regard tellement extraordinaire. Puis, un chien par Francesco del Cossa encore. J'adore ce chien avec 2 pattes dans l'eau en train d'être en arrêt devant ces canards qui ont l'air de s'en moquer, mais complètement d'ailleurs, si vous remarquez. Et par opposition, un chien d'Ercole de Roberti. Voilà donc un lévrier avec une tête presque serpentine, si vous pouvez remarquer, donc beaucoup plus, j'ose dire, beaucoup plus intéressant sur le plan pictural et montrant bien combien Ercole de Roberti est en fait un novateur en peinture, il y a une audace de style qui est étonnante. Et toujours de Ercole de Roberti, voilà un singe qui est en train joyeusement de s'agripper à la jambe d'un page dans le mois de mars. Nous avons vu le prince à Mantoue, posé parmi les dieux. Nous venons de voir à Ferrare le prince
égal aux dieux. J'aimerais à Rome, mais ce sera très bref, n'ayez aucune crainte, vous montrer le prince devenu Dieu. Donc au fond, ce soir, par 3 étapes, j'essayais de vous montrer cette apothéose du prince. Nous voilà donc à Rome, nous voilà au Vatican, et nous voilà peut-être dans le palais le plus extraordinaire de tous les palais du Vatican. C'est le palais que s'est construit Alexandre VI Borgia. J'aimerais vous rappeler que Alexandre VI se trouve être le 211e descendant de Pierre sur le trône de l'Église, et qu'il a été pape de 1492 à 1503. Il se trouve dans l'ordre de succession être le successeur d'Innocent VIII et le prédécesseur de Pie III, 2 papes particulièrement piétistes. Lui, Alexandre VI, est non pas italien, vous le savez, j'en suis sûr, mais espagnol. Et de son nom de naissance, il s'appelait Rodrigo Lensol y Borgia. Il était neveu du pape Calixte III, et Calixte III, l'ayant adopté, a décidé d'en faire sa chose. Il en a fait son secrétaire particulier à l'âge de 20 ans. Il l'a fait cardinal à l'âge de 24 ans. Il l'a fait chef de la maison apostolique à l'âge de 26 ans. On le fera pape après. Bon, je veux dire, il devra quand même attendre de longues années, mais il deviendra pape, comme vous le savez, sans doute, après avoir été donc chancelier de l'Église romaine pendant un temps extrêmement important. Drôle de pape, c'est vrai, puisqu'on lui reconnaît au moins 4 enfants. 4 enfants que vous connaissez tous tellement par cœur que je ne voudrais pas vous insulter en vous rappelant que l'aîné s'appelait César, et qu'il deviendra notamment duc de Valentinois et duc de Vendômois, que le deuxième s'appelait Juan, et qui ne devait pas être tellement mieux que César, mais il n'a pas eu le temps puisqu'il a été assassiné par son frère à 22 ans, que le troisième était une fille qui s'appelait Lucrèce et qu'elle a laissé trace dans l'histoire, et que le dernier s'appelait Geoffrey, mais mort à l'âge de 8 ans. Il n'a pas eu le temps de développer quelque nature que ce soit. Cela dit, j'aimerais aussi vous rappeler que les historiens et dramaturges de notre 19e siècle se sont acharnés de tout leur piétisme déchaîné contre un pape dont ils n'ont pas supporté l'idée qu'il était aussi un homme. Bon, je veux bien qu'il est difficile d'admettre que. Mais néanmoins, dans cette Renaissance, croyez-moi, on en a vu et on en verra d'autres encore. J'accuse donc formellement, entre autres, Victor Hugo, d'avoir fait d'Alexandre VI le monstre débauché, maniaque et pervers dont on se retraite, et de Lucrèce Borgia, cette espèce de vampire à l'horizontale, dont sans cesse on multiplie l'image. Quand on étudie l'histoire d'un peu près, on se rend compte qu'Alexandre VI a été un des très bons papes de la fin du XVe et du XVIe siècle, qu'en particulier son Bullière est considéré comme l'un des plus purs et l'un des plus rigoureux qui soit, que sa politique, aussi bien en matière, disons, d'affaires courantes que d'affaires d'église, a été absolument exemplaire, et qu'au fond, ni César ni Lucrèce n'ont été des monstres, mais plutôt des pions innocents d'une politique internationale infiniment troublée. Cela, c'était un besoin chez moi de rendre justice à un pape pour lequel j'avoue avoir une véritable passion. Cette passion se justifie, si j'ose dire, et c'est à ça que je vais me consacrer maintenant. Vous allez voir en quoi. Nous entrons dans les appartements Borgia et nous sommes dans le salon d'honneur. Alors, naturellement, il y a des peintures. Un prince comme Alexandre VI, car plus que pape, c'est une sorte de grand prince, selon l'image de la Renaissance, se devait d'avoir un peintre pour immortaliser, bien sûr, les grands mystères. Son peintre à lui, ce sera Pinturicchio. Ludovic avait Mantegna, Borso avait Francesco del Cossa, le pape a Pinturicchio. Et aux lunettes de cette grande salle d'honneur, nous sont montrés quelques mythes, ma foi, follement convenables. Voici ici, dans la première petite lunette, par exemple, Alexandre VI Borgia, au pied du sépulcre dont le Christ est en train de s'échapper, comme vous pouvez voir. Parfaitement convenable, vous avouerez, pour un salon pontifical. De même d'ailleurs que la deuxième peinture, consacrée, elle, au mythe de Sainte Catherine d'Alexandrie. C'est le débat de Sainte Catherine d'Alexandrie et du gouverneur, la condamnation de Sainte Catherine et son martyre. Là encore, avoué, parfaitement convenable, parfaitement convenant, digne d'un pape. À ceci près peut-être que, selon ordre du pape, Sainte Catherine a les traits de sa propre fille Lucrèce. Alors déjà là, on voit un tout petit peu cette espèce de curieux narcissisme par génération interposée qui marquera pendant toute sa carrière Alexandre VI.
Je pense qu'en fait, son problème a été ça. Il aurait voulu être César, il aurait voulu être Lucrèce. Cette espèce de monomanie des enfants va le marquer jusqu'à faire de Lucrèce, comme vous pouvez le voir ici, une sainte. Sainte Catherine, ce qui est d'ailleurs plutôt inattendu. Mais enfin, toujours est-il donc que, comme je vous l'indiquais, ou comme j'essayais de vous l'indiquer, jusqu'à présent, c'est très convenable. Et puis au-dessus des lunettes, il y a un plafond. Et voilà ce plafond. Et là, ça devient beaucoup plus étrange. Quand l'œil, en effet, s'habitue petit à petit, on assiste ou on remarque ceci, qu'on est en train d'assister à des cérémonies complètement païennes, mais complètement païennes. Et quand vous y regardez d'un peu près, j'ose espérer que vous noterez que ces scènes païennes sont égyptiennes. Il y a un taureau que l'on adore, il y a une pyramide que l'on adore, il y a des quantités d'éléments qui prouvent bien, si vous voulez, l'égyptianisme des sujets. Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, vous avez là l'exemple ultime et culminant, donc le dernier que je vous donne, de cette espèce de liberté, je dirais même de libéralisme que la société du temps donnait à un homme qui avait des idées. Le libéralisme de l'humanisme, tenez, voilà, ce serait peut-être ça le mieux. Je vous explique en 2 mots. Alexandre VI est un Espagnol et pas un Italien, de petite noblesse et pas largement titré. Autrement dit, quand il est monté sur le trône de Pierre, les cardinaux qui s'appelaient Colonna, Barberini, voire même, et pourquoi pas Gonzague, fiers de l'ancienneté et de l'authenticité de leur maison, n'ont cessé de dire qu'est-ce que c'est que cet Espagnol venu de rien. En plus de ça, ce pauvre Alexandre sur son blason, avec la chose la plus bête qui soit, un gros bovidé planté les 4 fers comme ça bien dans la terre, au lieu d'avoir des chimères, des griffons, des lions, ou que sais-je encore. Alexandre VI était homme intelligent. Il a cherché un humaniste, et il l'a trouvé. Et il a dit à cet humaniste, voilà, l'argent ne compte pas, le temps ne compte pas, mais je veux descendre des dieux, et pas des héros comme les Colonna, ou des demi-dieux comme les Barberini. Moi, je descends des dieux. Et je veux que mon bœuf prenne de l'aura. L'humaniste en question, que nous connaissons, il s'appelait Annius da Viterbo, Annius de Viterbo, qui était un homme prodigieusement cultivé, et certainement à moitié schizo, a mis 6 ans à fabriquer la généalogie du pape. Mais quand cette généalogie était fabriquée, croyez-moi, elle était si belle et si fantastique que même les Barberini et même les Colonna se sont tus. Non pas qu'ils y aient cru, mais ils ont admiré la démonstration. C'était si beau sur le plan de l'esprit que dès lors, plus personne n'a songé à se moquer du gros bœuf des Borgia. La légende est la suivante. Dans les temps héroïques, les dieux d'Égypte ont vieilli et de jeunes dieux les ont remplacés. Les dieux d'Égypte ont dû s'exiler, quitter le pays. Et à leur tête, il y avait Isis et Osiris. Et Isis et Osiris, fuyant l'Égypte, ont traversé la Méditerranée, puis sont arrivés au sud de l'Italie, puis sont remontés le long de l'Italie, puis arrivés dans des montagnes. Isis n'en pouvait plus. Il faut dire qu'elle était enceinte, mais alors. Et une nuit d'hiver, au sommet de la montagne, juste recouvert par le manteau d'Osiris, elle a donné naissance à son fils. Son fils, c'est le taureau Apis. Puis ils ont continué leur chemin. Le taureau Apis, quelques années après, s'est marié et il a eu pour enfant le premier représentant des Borgia. Alexandre VI Borgia est donc en fait le fils d'Apis et le petit-fils d'Isis et d'Osiris. Alors vous allez me dire que, étant un cardinal Barberini ou un cardinal Colonna, vous auriez à peine souri. Et je pense qu'ils ont à peine souri. Oui, mais Annius de Viterbo avait les arguments. Et c'est là que ça devient beau. Il y a, tenez-vous bien, 604 arguments, preuves de tout ce qui est raconté. Alors n'ayez crainte, je ne vous en citerai pas 604, mais 2, permettez-moi. La preuve que l'histoire est vraie, c'est que les montagnes dans lesquelles Isis a fait naître Apis s'appellent aujourd'hui encore les Apennins. Voilà donc la preuve, une des 604. Et je vous en donne une autre. Lorsqu'Isis et Osiris, ayant retrouvé leur force et leur royaume, sont rentrés chez eux, ils ont béni la terre où ils avaient trouvé asile. Et Isis a dit, puisque c'est là qu'est né mon petit taureau chéri, je veux que ce pays s'appelle désormais le pays du veau. Et comment ça se dit? Ça se dit Vitalia
Et tout simplement, au cours des siècles, on a oublié le V, et ça a donné Italia. C'est un des arguments, à mon avis, les plus jolis. Et je vous rappelle donc qu'Amuse de Viterbe en a 602 à disposition. Or, ce qui me paraît phénoménal, c'est qu'encore une fois, le jeu de l'esprit, le jeu et l'ingéniosité de l'esprit a pu passer pour un prétexte, ou non, pour un quartier de noblesse. Voilà, c'est ça que je dirais. C'est-à-dire, en fait, la démonstration a, en quelque sorte, ennobli notre Alexandre VI. Or, maintenant, juste quelques détails pour en finir. Voilà la procession d'Osiris, Osiris sur son char, salué bien sûr par ses derniers descendants au moment du début du voyage. Voilà ici la procession du palanquin de Isis. Est-ce que vous remarquez qu'il y a les membres déchiquetés d'un corps nettement masculin? C'est naturellement la preuve que Pinturicchio connaissait quand même ces mythes, c'est le corps démembré d'Osiris qu'Isis va tenter de ressusciter. Isis est donc la dame en blanc qui est descendue de ce palanquin pour ressusciter Osiris. Et voilà, pour terminer, le lambeau du vitello, c'est-à-dire le lambeau du bœuf Apis. Vous voyez ici, donc, ce petit bœuf d'or, qui après tout peut passer pour un autre veau d'or, donc au fond, l'un dans l'autre, c'est passable ou à peu de choses près, qui est l'ultime et le plus noble symbole de cette fameuse salle d'Isis et d'Osiris des appartements Borgia. Simplement que nous en sommes maintenant à la conclusion des conclusions, j'aimerais vous faire remarquer qu'il a bien fallu passer par Mantoue, Ferrare et Rome pour arriver à ce moment extraordinaire où un pape de notre très sainte Église catholique romaine a pu se réclamer d'Isis et d'Osiris pour s'asseoir plus tranquille sur le trône de Saint-Pierre. C'est là que je vois que l'esprit parfois peut encore triompher dans notre bon monde. Toujours est-il, je vous remercie beaucoup de votre patience pour ces débuts et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.